Le cercle RH pour parler du futur du travail. Bah oui, c'est le sujet de préoccupation de tous les dirigeants, de tous ceux qui sont dans l'entreprise. On en parle à l'occasion d'un livre, c'est dans la boîte. Alors demain, on travaille comment ? Livre qui est passionnant, qui balaye toute l'histoire du travail, presque de la préhistoire, on y reviendra. Et je vous présente mes invités. Avec moi et avec une préface dans ce livre de Jean-Claude Legrand, il est à mes côtés. Oui. Bonjour Jean-Claude Legrand, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Partagé. Directeur général des ressources humaines de L'Oréal, qui est un groupe à la fois international et fleuron français de la cosmétique. On va vous entendre parce que vous dites des choses très intéressantes dans ce livre. Et il y a beaucoup d'optimisme dans les mots que vous avez choisis dans cette préface. Merci d'être là. Et l'auteur de ce livre, Jérôme Miara. Ravi de vous accueillir, Jérôme. Bonjour. Auteur de ce livre avec Laurel Maty chez OBA Cambios. OBA et Cambios, ce sont vos entreprises. Vous êtes un entrepreneur, un chef d'entreprise, mais vous avez décidé de vous projeter. Juste d'abord d'un mot à vous deux. Parce que ce livre est rempli d'optimisme, et en même temps, quand je lis le petit encadré sur les mammifères, je découvre en fait que le mammifère, dont l'être humain fait partie, n'est absolument pas fait pour le travail. C'est ce que vous dites dans votre livre. D'abord, un petit mot sur le paysage sombre qu'on nous décrit. Vous êtes tous les deux des optimistes. Ce livre nous donne aussi des perspectives. Est-ce que le dessin, est-ce que l'optimisme passe d'abord par l'entreprise et plus par le monde politique qui est censé transformer et penser le monde de demain ? Pour rester un peu dans l'actualité, Jérôme. Alors, non, je pense franchement qu'il passe par l'équilibre de ces deux mondes. Je pense que le monde de l'entreprise a besoin d'un monde politique qui établit des règles du jeu. En théorie, hein. D'accord. Voilà, en théorie. Alors même si aujourd'hui, effectivement, on peut reprocher la bureaucratie externe, mais enfin, néanmoins, à l'origine de la bureaucratie, il y a eu des idées et des objectifs très importants qui étaient... Donc c'est un juste équilibre. Jean-Claude Legrand, oui, vous en pensez quoi ? Moi, j'en pense que, en tout cas... Quelqu'un comme de votre fenêtre. Oui, tout à fait. Non, moi, je pense que je fais partie des gens qui ont une responsabilité de s'être intéressé plus au monde de l'entreprise qu'au monde de la politique. Quand j'étais très jeune, il y a longtemps, j'ai fait une campagne présidentielle en 1987 pour un candidat dont c'est comme si c'était la préhistoire, comme Jérôme va en parler, qui était Raymond Barre. Oui. Et je me dis aujourd'hui, si je regarde ces 40 années, que la force que nous, on essaye de mettre pour aider par exemple la France au travers d'une entreprise comme L'Oréal, il y a un déséquilibre complet. On est tous atterrés de ce qu'on voit dans la vie politique française aujourd'hui. Et donc voilà, donc effectivement, comme le dit très bien Jérôme, il faut un cadre. Mais en fait, nous, on préfère être dans notre cadre aujourd'hui que dans ce cadre-là. Maintenant, en tant que citoyen, ça me pose un énorme problème. Parce que ce que je sens et que je ressens partout dans le monde, c'est effectivement des attaques profondes contre la démocratie, une remise en cause de nos valeurs. Voilà, donc autant c'est hyper important de se battre tous les jours pour nos entreprises. Maintenant, le cadre, comme le dit Jérôme aussi, dans lequel elles évoluent, est de plus en plus incertain, compliqué. Donc, ça crée de la complexité. C'est pas évident, mais on a aussi une part de responsabilité. Entreprises, donc grandes entreprises, comme Rempart aussi. Oui, alors grandes entreprises, c'est pas ennemi des citoyens. Hein, c'est ça, ouais, exactement. C'est pour ça que vous accueillez des citoyens qui sont des salariés et des collaborateurs. Donc, bien de sûr. Fait, ils sont impactés. Jérôme Miara, ce livre, c'est le tome 2, je le précise. Ouais. Il y a une vraie volonté de... Vraiment, pour celui qui le lira, lisez-le. Ce n'est pas un livre gnangnan, c'est un livre qui balaye toute l'histoire. Vous revenez à Lafargue, le droit à la paresse, vous nous parlez de le rapport aux mammifères, à la préhistoire, et vous abordez tous les sujets contemporains, l'IA, le télétravail. Quel était l'objectif de ce livre ? C'est de nous éclairer, c'est de nous donner des pistes de réflexion ? L'histoire permet de prendre un peu de recul et de s'apercevoir, effectivement, si on regarde dans le rétroviseur, que le travail n'a cessé d'évoluer positivement, qu'effectivement il était perçu plutôt comme quelque chose de pénible et d'ingrat il y a très longtemps, et qu'au fur et à mesure des progrès sociaux, le travail est devenu quelque chose d'essentiel dans le lien social au sein de nos sociétés. Et donc c'est pour ça que nous on le regarde de manière très optimiste, on n'est pas du tout inquiet, et même plutôt enthousiaste par rapport aux évolutions qui vont arriver. Mais on pense que c'est fondamental de continuer à valoriser le travail dans les entreprises, y compris dans des formats de freelance, de petites entreprises, de grandes entreprises, peu importe. Mais c'est important d'avoir en tête que ça donne du sens à la vie. On voit que le travail, depuis un siècle ou presque, est en permanence en transformation. Jean-Claude Legrand, on a parlé de 87, c'est vous qui avez borné à travers ce souvenir d'une campagne. Qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans ? Vous qui observez aussi les transformations du travail et de la relation que vous avez avec vos équipes sur le terrain. Bien sûr. Alors, d'abord, moi je trouve que ce qui m'a semblé extrêmement intéressant dans ce travail, c'est... Là, c'est en 86, tu vois, que j'ai découvert cette phrase, qui est une phrase de Fernand Braudel qui dit « Sans passé, le présent n'a pas d'avenir ».
Alors là encore, tout le monde a oublié probablement qui est Fernand Braudel, mais c'est extrêmement important parce que c'est pas uniquement, on se dit, tiens, ils sont mignons, ils regardent dans le rétroviseur. C'est parce qu'on a cette analyse du passé, comme l'a fait Jérôme et comme ce livre le fait, qu'on est capable de se projeter. C'est-à-dire que si on ne connaît pas son passé, on n'a aucune chance d'avoir un minimum d'anticipation et de compréhension. C'est typiquement ce qui fait la force de l'oral. C'est 115 ans. Souvent, les gens me disent, tiens, tu as fait comment pendant la période du Covid ? Je me suis... D'abord, j'ai essayé d'avoir du bon sens et un cap, mais je me suis aussi penché sur ce qu'avait fait L'Oréal, qui a traversé 2 guerres mondiales, la crise économique de 29, mais aussi la crise économique de 2008, mais aussi la fin des startups en 2001. Donc, en fait, à cette question, qu'est-ce que moi j'ai vu dans les 40 ans ? D'abord, j'ai vu beaucoup de crises. J'ai vu crises en permanence. Souvent, c'est la discussion que j'ai avec mes enfants, ça les surprend. Moi, je suis d'une génération, j'avais, entre guillemets, nom de code, 10 ans, 74, et déjà les profs à l'école nous expliquaient qu'avec la crise pétrolière, tout était terminé. Donc, me dire que tout est terminé et qu'il n'y a pas d'avenir, je n'ai vécu que là-dedans depuis... Le drap noir en permanence. Oui, depuis 50 ans, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas d'avenir. Bon, donc, c'est pas que je ne crois pas qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que ça dépend de moi, en tout cas, pour qu'il soit meilleur. Et des collectifs. Et donc, ça dépend de moi au sens, dans le collectif. Maintenant... c'est amusant ce matin parce que je suis maintenant vieux et je fais attention à ma santé, mais je faisais déjà si. Et donc du coup j'étais chez un médecin ce matin et c'est amusant parce que c'est quelqu'un qui est un hyper spécialiste qui a plus de 70 ans et on parlait de cette passion du travail. Donc moi ce que je pense qui fait la différence, et j'aime à citer par exemple Alain Passard qui dit les vacances c'est pour les gens qui travaillent, grand chef. La retraite c'est pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire que cette idée de se dire... on-off, quoi. Oui, mais même ce débat lunaire sur la retraite en France pour se dire est-ce qu'on pourrait pas, alors qu'on voit tous qu'on est face à une démographie et on voit bien qu'on vieillit et que par conséquent, il va falloir travailler plus longtemps ensemble. La question, c'est comment, qui est évoquée dans le livre. Oui, mais je trouve que c'est d'ailleurs très bien évoqué. Jérôme, juste une question parce que c'est important. La question est posée comme ça dans le livre. On travaille plus ou on travaille moins ? Parce qu'il y a un vrai sujet. Nombre d'heures par mois, nombre d'heures par an. On est passé aux 35 heures. Certains commencent déjà à revendiquer la semaine des 4 jours. On a beaucoup parlé de télétravail. On va travailler plus ou on va travailler moins ? Alors, ça dépend des cycles économiques. Là, la semaine des 4 jours, je pense qu'elle est un peu en sourdine en ce moment. Vu l'année dans laquelle on va rentrer. Ou la semaine en 4 jours. Ou la semaine en 4 jours, je suis d'accord. Ou la semaine en 4 jours. Je crois que ça dépend de la façon dont on est positionné, de ses compétences et de la capacité qu'on a à apprendre en permanence. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu. L'employabilité évoquée dans la tribune, dans la préface. Mais qui est fondamental. L'employabilité est importante. Donc ceux qui sont employables, ceux qui savent apprendre en permanence, vont travailler plus, mais sans s'en apercevoir, parce qu'au fond, la frontière entre le monde du travail et sa situation individuelle s'estompe au fur et à mesure. Parfois, on cumule le fait d'être salarié et à côté de tenter une aventure entrepreneuriale en lançant une petite boîte. Donc pour les gens qui ont cette chance d'être qualifiés, je pense que le problème ne va pas se poser de la même manière. En revanche, pour ceux qui ont un bagage de compétences peut-être un peu plus faible, et qui ont du mal à les actualiser, alors là, on pourrait avoir un vrai problème. Oui, tu as raison, mais en ça, l'intelligence artificielle, par exemple, va aider. J'allais y venir. Est-ce qu'elle est l'outil ? Parce que justement, la question que je vous pose, L'Oréal Cosmétiques, il n'y a pas que des cols blancs chez vous. Il y a aussi des usines, il y a des gens qui produisent. La qualification n'est pas liée au fait d'être col blanc ou col bleu. Non, bien sûr. On a besoin de col bleu très qualifiés pour faire face aux enjeux industriels. En fait, non, mais l'image d'Épinal, c'est d'associer l'IA au col blanc qui va être associé à... Et les cols bleus vont continuer parce qu'on n'en a pas besoin. Alors qu'il y a des cobots partout dans les usines. En fait, moi, l'image que j'utilise, c'est souvent ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui travaillent avec moi, c'est dire on n'est pas plus con, même voire un peu plus intelligent que ChatGPT, à condition de vouloir faire des choses. C'est-à-dire qu'on apprend toutes les secondes, toutes les minutes, pas plus, pas moins. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on se met, comme le dit d'ailleurs Jérôme, en état d'apprentissage permanent, de remise en question. Mais par exemple, nous, on a des exemples aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les gens ont en tête qu'il y a des métiers, entre guillemets, plus ou moins intelligents. Par exemple, comptable, c'est le métier où les gens pensent là vraiment l'intelligence artificielle va... Pas du tout, au contraire. On a démontré que si on regarde les 60 dernières années, plus il y a des ruptures technologiques, de la règle à calcul, en passant par les premiers ordinateurs, les logiciels de... plus on a eu recours à des comptables. Donc cette image, des hommes, il n'y a pas. Mais même cette image du départ avec des grands cabinets comme McKinsey ou des grandes banques comme Goldman Sachs qui sont arrivés en disant, mais bien évidemment, et les 300 millions d'emplois. Bien sûr, moi j'ai dénoncé ça. Ça fait peur à tout le monde, ce chiffre. Mais parce que c'était pourquoi on est immédiatement l'ennemi de l'homme. Je trouve que par exemple le fil rouge que Jérôme et ses équipes en permanence activent, c'est de se dire qu'on n'est pas les ennemis les uns des autres, qu'au contraire on ne doit pas en avoir peur. Pourquoi tout de suite dire on va supprimer
supprimer 300 millions. Donc maintenant, c'est devenu une espèce de litote qui est de dire l'intelligence artificielle, au lieu de se dire c'est quelque chose qui va nous aider à faire mieux, qui peut tirer vers le haut les gens qui étaient peut-être moins qualifiés, qui dans un call center, d'un seul coup, il va avoir la réponse tout de suite plutôt que de ne pas l'avoir. Est-ce que c'est pas mieux qu'on soit tous plus forts que de dire ah non, c'est génial, comme à l'école, qu'il y en ait des moins bons? Plus rapide et plus efficace, effectivement. Bien sûr. Juste une question. C'est là, peut-être juste une remarque par rapport à ça. Je pense que c'est là où les DRH, notamment des grandes entreprises, ont un rôle clé à jouer dans l'adoption et la diffusion de l'IA. C'est en le faisant sans remettre en question la raison d'être de l'entreprise, sa culture, et donc en mettant quand même un certain nombre de barrières. Parce que par ailleurs, c'est vrai qu'on a pu entendre certains patrons d'entreprise, pour plaire à des actionnaires, expliquer que grâce à l'IA, ils allaient faire des cuts énormes dans les effectifs. Croire. Et là, c'est des discours. Et donc ça génère des angoisses. Et oui, Et tu bloques tout. Mais juste une question, messieurs, parce que ça, ce livre-là l'évoque aussi, c'est les enjeux environnementaux. Autre sujet qui impacte les entreprises, petites et grandes. Comment on fait à quoi ressemblera, alors c'est compliqué cette question, L'Oréal dans 20 ans c'est la question qui est posée. Non, mais moi je peux déjà répondre. Par les produits utilisés. Mais il est bien évident, par exemple, que nous, on est en train de faire un changement majeur qui est compliqué, qui coûte de l'argent, qui est un investissement, qui est de passer d'une entreprise qui était vers de la chimie traditionnelle à de la chimie verte. Les formules, la transformation des ingrédients. Le R&D, le développement. Mais tout ça, mais ça va des packaging. Donc il y a une réinvention de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À quoi on assiste depuis quelques mois? C'est une petite musique qui consiste à se dire, comme ça va être long, coûteux, finalement, pourquoi on arrêterait? Non, nous, notre philosophie, c'est de dire qu'il y a une seule planète. Il y a absolument des limites et qu'on doit les respecter. Alors oui, j'entends, moi aussi dans mes équipes, donc la CSRD en Europe, oui, alors il y en a qui vont expliquer que c'est une énorme... Tout le monde tremble, la CSRD, tout le monde tremble. Oui, tout le monde tremble, ça dépend quelle exception on en a. Nous, on en a fait une exception normale, on est prêt, on va avoir répondu. Voilà, maintenant, si on prend des entreprises de grande consommation, moi j'assiste plutôt à des entreprises autour de nous qui aujourd'hui renoncent. Est-ce que les consommateurs vont dire non? Est-ce que, là je regardais encore des chiffres effrayants sur le plastique, est-ce que c'est pas de la responsabilité, et pas uniquement dans une logique de recrutement, mais nous en tant que citoyens, vous évoquiez au début de cet échange notre responsabilité vis-à-vis de la société avec un grand S, et pas uniquement la société avec un petit S, elle est énorme. Jérôme, juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps. L'entreprise, elle a beaucoup évolué. Vous avez évoqué la raison d'être. L'entreprise, avant, elle devait simplement créer de la valeur. Embaucher, créer de la valeur, faire de la richesse. Aujourd'hui, c'est plus ça, l'entreprise. Et vous l'évoquez dans votre livre. C'est autre chose. C'est quoi, l'entreprise ? C'est vrai qu'on voit que, et c'est sans doute parce que l'État, les gouvernements s'effacent. Les premières pages, vous le dites, en vous moquant du type qui dit « moi j'ai démissionné de ma boîte » et tu dis « je ne vais pas proposer de massage ou de shiatsu » en se moquant un peu de ce candidat, c'est vrai. Non mais c'est vrai que je crois que l'entreprise, et L'Oréal en est un exemple, a compris maintenant qu'elle avait un rôle à jouer beaucoup plus important, parce que de toute façon l'entreprise, elle a besoin d'avoir un environnement stable pour pouvoir se développer. Absolument. Donc elle a besoin de créer de la confiance en interne pour pouvoir se développer rapidement et par exemple être dans la course à l'IA, parce que si on n'est pas dans la course à l'IA, on se met en danger. Donc il faut créer de la confiance en interne et puis il faut créer de la confiance chez les clients. Donc l'entreprise, elle a quand même un rôle de stabilisateur très important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Jean-Claude, vous en pensez quoi de cette manière dont les jeunes, la génération Z, mais pas que les jeunes d'ailleurs, investissent l'entreprise, qui n'est pas uniquement un outil de création de valeur et de richesse, mais qui est tout autre chose. Mais ils ont complètement raison. On y cherche plein d'autres choses. Mais d'accord, mais ils ont totalement raison. C'est l'intérêt de l'évolution du monde. Est-ce que, moi j'ai la chance d'avoir 4 enfants, est-ce que mes premiers enfants, j'ai travaillé 2 heures après leur naissance, même si j'ai assisté aux 3 heures après. Les autres, j'ai pris plus de temps. Est-ce que c'est parce que les gens, aujourd'hui, sont tout mous et des rêveurs qui prennent un congé paternité? Non, parce que la société fait des progrès, évolue, c'est un bien commun. C'est un équilibre. Est-ce que moi, j'avais pas envie d'équilibrer ma vie personnelle, ma vie professionnelle? Si, mais c'était pas les conditions de ce moment-là. C'était pas les codes. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut les transformer, les faire évoluer, les changer? Moi, je trouve que c'est un bénéfice. Oui, parce que chez L'Oréal, vous mettez en place des politiques d'accompagnement. Oui, mais donc, du coup, on a des salariés plus engagés, on a un taux d'attrition plus faible, on a une stabilité. Tout à l'heure, à la cantine, j'ai croisé une jeune femme qui s'interrogeait pour revenir. Elle est dans une magnifique entreprise qui s'appelle Amazon. Elle a bien raison, parce que j'appelle ça des boomerangs, parce qu'elle réalise des choses. Vous dites qu'elle reviendra, c'est ça que vous dites? Bien évidemment, c'est la première chose sur laquelle on travaille. C'est intéressant de voir aussi d'autres choses. Maintenant, je pense que dans ce monde incroyablement perturbé, compliqué, où on est catapulté de mauvaises nouvelles à longueur de journée, créer non pas des Disneyland, mais des endroits safe où on peut s'exprimer, on peut avoir une vie
à la fois une passion, comme le dit Jérôme, pour son travail. C'est possible d'être passionné par son travail, je suis désolé. Et quant aux générations Z, alors maintenant on parle des générations alpha. Alpha, oui, ça va dépendre comment on les engage dans l'aventure. Tout va dépendre de comment les engager dans l'aventure, mais ils n'ont pas plus ou moins envie de travailler que nous. Et la grandeur d'ouverture de la porte pour les accueillir. En termes d'évolution, moi je le vois aussi, parce que j'ai créé plusieurs boîtes dans le secteur du conseil. Sia Partners, je l'ai Sia pas précisé. Partners, il y a très longtemps. Et maintenant, je crois qu'on développe notre entreprise, donc le groupe OBA Cambios, de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'on associe beaucoup plus nos collaborateurs à la réussite de l'entreprise. Et l'esprit entrepreneurial s'est diffusé de manière beaucoup plus importante. Merci à vous, messieurs, d'être venus me rendre visite. Jérôme Mira, Laurel Maty, avec la préface de Jean-Claude Legrand, le directeur général des ressources humaines de chez L'Oréal. Merci à vous, Jérôme Mira, Cambio et OBA. Avec ce livre à lire, il est vraiment très riche, avec des références historiques à plein. Et Marx, j'ai même vu que vous faisiez référence à Marx à un moment donné dans le livre. Oui, mais c'est partie de notre histoire. Mais c'est un moment un homme essentiel dans l'histoire du travail. Merci à vous deux de nous avoir rendu visite. On tourne une page. C'est Fenêtres sur l'emploi, évidemment, et j'accueille mon invité.